Accord de partenariat entre le Fonds de garantie pour le secteur privé du Mali et quatre institutions bancaires. Il vise l'amélioration du financement des petites et moyennes entreprises dans notre pays. Ils ont tenté et gagné le pari. Des médecins chinois et maliens viennent de réussir une intervention chirurgicale exceptionnelle du cancer de la thyroïde, une première dans notre pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par le Conseil des ministres qui s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 11 juin 2014 dans sa salle de délibération au Palais de Koulouba sous la présidence du Premier ministre Moussa Mara. Bonsoir, Monsieur Djombélé. Bonsoir Assata Ibrahim Maïga. Eh bien, après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, entendu des communications et procédé à des nominations. Et tout à fait, mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt concessionnel signé ici à Bamako le 11 avril 2014 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque Export-Import de Chine pour le financement des projets de réseau de large bande nationale du Mali. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique national des technologies de l'information et de la communication, le gouvernement envisage la réalisation d'un réseau de large bande dont l'objectif est le déploiement et l'expansion de la fibre optique dans notre pays. Pour la réalisation de ce projet, la Banque Export-Import de Chine a signé le 11 avril 2014 avec le gouvernement un accord portant sur un prêt de montant de 493 millions de yuans RMB, soit 35 milliards 273 millions de francs CFA environ. Ce prêt financera la construction des réseaux de fibres optiques de 1300 km et les applications associées sur les axes Ségou, Tombouctou, Mopti, Douanza, Gao, Bamako, Koulémalé, frontière de la Guinée. L'accord définit les modalités spécifiques d'octroi et le remboursement du prêt. Sa ratification est une étape nécessaire pour son entrée en vigueur. Sur le rapport du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant création de l'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication. Le Mali a engagé depuis 2 décennies un processus de démocratisation et de libéralisation de la presse qui a favorisé la création de nombreuses stations de radio et de journaux. Toutefois, si l'engouement des populations pour la presse privée est réel, les critiques à l'endroit de celle-ci sont récurrentes et portent notamment sur les dérapages en tout genre, la violation des règles de déontologie et le manque de professionnalisme. Le manque de formation a été identifié comme étant l'une des causes profondes de cette situation. Il importe de relever à cet égard que la formation des cadres maliens au métier du journalisme est tributaire de l'extérieur et que les initiatives tentées dans le cadre de l'enseignement privé ont montré leurs limites face à l'importance des besoins. L'analyse du paysage médiatique a permis de déceler une insuffisance quantitative et qualitative des personnels dans les métiers de la presse, alors que, par ailleurs, l'évolution du secteur des médias a fait naître de nouveaux métiers. Face à ces constats, il est apparu nécessaire de créer l'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication. La création de l'école permettra d'assurer la formation des journalistes professionnels pour le traitement plus pointu des questions aussi importantes que l'économie, la démocratie et l'environnement. Elle permettra également la formation des spécialistes dans le domaine de la gestion des entreprises de presse. Au chapitre des mesures réglementaires, sur le rapport du ministre des Sports, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déterminant le cadre organique de la direction des finances et du matériel. Les directions des finances et du matériel ont été créées par une ordonnance du 9 juin 2009. Au terme de cette ordonnance, la direction des finances et du matériel a pour mission d'élaborer au niveau d'un département ou d'un groupe de départements ministériels les éléments de la politique nationale dans les domaines de la gestion des ressources financières et matérielles et l'approvisionnement des services publics. Le présent projet de décret est adopté pour doter la direction des finances et du matériel du ministère des Sports de moyens humains nécessaires à son fonctionnement au cours des 5 prochaines années.
Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère du Développement rural, conseiller technique, M. Saïdou Tembeli, directeur de recherche, M. Modibo Sangaré, vétérinaire et ingénieur de l'élevage. Au titre du ministère de l'Énergie, secrétaire général, M. Lamissa Diabaté, professeur de l'enseignement supérieur, chef de cabinet, et M. Daouda Khan, ingénieur électromécanicien. Conseiller technique, M. Amadou Koïta, magistrat, M. Tezana Koulibaly, ingénieur de l'industrie et des mines, M. Moussa Sissé, ingénieur de l'industrie et des mines. Chargé des missions, M. Souri Ibrahim Koulibaly, économiste. Au titre du ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, directeur des finances et du matériel, M. Abdul Karim Kone, inspecteur des services économiques. Au chapitre des communications, au titre du ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, le Conseil des ministres a examiné une communication relative à l'état de la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire AMO. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de protection sociale adoptée en 2002, le gouvernement a institué l'assurance maladie obligatoire AMO en 2009. L'assurance maladie obligatoire est un système public de protection sociale basé sur la solidarité et la mutualisation des risques et des moyens entre les personnes couvertes. Elle a pour but d'améliorer et d'élargir l'accès aux soins en assurant la couverture des frais des soins de santé inhérents à la maladie et à la maternité des personnes assujetties et des membres de leur famille. Elle cible les fonctionnaires civils et militaires, les députés, les salariés, les pensionnés, ainsi que les ayants droit de ces catégories, y compris les ascendants. La mise en œuvre de l'AMO a, depuis son démarrage, enregistré d'incontestables acquis et avancé à travers le prélèvement des cotisations en fin novembre 2010 et le début des prestations sanitaires le 1er mai 2011. Ainsi, les principaux instruments pour la bonne gestion du régime ont été produits, parmi lesquels la liste des pathologies couvertes, les listes et les tarifs des médicaments, les actes médicaux et des biologies prises en charge, la conclusion des conventions entre les prestataires de soins publics et privés, la confection et la distribution des supports d'identification des assurés. Malgré ces avancées, des difficultés persistent dans la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire, dont notamment la persistance de réclamations ou de revendications spécifiques au niveau de certaines catégories socio-professionnelles, la non-immatriculation des fonctionnaires militaires, le refus de certains employeurs du secteur privé de payer la part de cotisation AMO à leur charge, le retard dans le paiement par les organismes gestionnaires délégués des factures des prestataires. Pour améliorer de manière significative et durable la mise en œuvre de l'AMO, le gouvernement envisage notamment les solutions suivantes. Le renforcement des concertations et de dialogue social avec les partenaires sociaux pour consolider la mise en œuvre de la réforme de l'AMO, l'intensification des opérations d'enrôlement de proximité, l'extension du conventionnement aux polycliniques, cliniques et cabinets médicaux agréés conformément aux critères et modalités en vigueur, le renforcement des actions de communication. Au titre du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Conseil des ministres a examiné une communication relative à la réalisation des 1922 logements tranche 2011-2012 à Bamako et dans leur région. Dans le cadre de la mise en œuvre des actions visant à faciliter l'accès au logement du plus grand nombre de Maliens, le gouvernement a initié en 2007 la réalisation en différentes tranches d'un programme de 5 400 logements sociaux. La tranche 2011-2012 constituée de 1922 logements, dont 1552 à Bamako et 370 dans la région de Kaï, Koulikoro, Ségou, Mopti, Gao et Kidal, achève le programme. L'état de réalisation de cette tranche se présente comme suit. À Bamako, les travaux de construction ont repris après l'arrêt occasionné par les événements de 2012. L'état d'exécution des travaux est à environ 66,4% pour un délai consommé de 83%. Le financement de 1552 logements est acquis et les marchés afférents à l'exécution des travaux ont été approuvés. Dans les régions, les procédures de signature des marchés de construction ont été interrompues suite aux événements de mars 2012.
Le coût total de construction est évalué à 23 milliards 880 millions 861 348 francs CFA et la viabilisation des 1552 logements de Bamako à 9 milliards 822 millions de francs CFA. Les travaux de viabilisation des logements des régions sont estimés à 1 milliard 500 millions de francs CFA. La principale difficulté dans la réalisation des 1922 logements réside dans la mobilisation des ressources financières. À la date d'aujourd'hui, le gap financier est de 17 milliards 974 millions 773 240 francs CFA pour les constructions de 1 milliard 500 millions de francs CFA pour la viabilisation. Pour la couverture du gap, l'Office malien de l'habitat a été autorisé à mobiliser des ressources auprès d'un pool bancaire sur le marché national, sous-régional et régional. Voilà ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres de ce mercredi à 7 Ibrahim. Merci Ibrahima Diombele. Vous restez avec nous. Nous poursuivons cette édition avec le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui vient de rentrer à Bamako. En provenance de Doha, dans la capitale qatari, le chef de l'État a pris part au Forum États-Unis d'Amérique, Monde islamique. Il a été accueilli à sa descente d'avion, comme vous le voyez sur ces images, par le Premier ministre Moussa Mara, quelques membres du gouvernement et des membres des corps constitués désignés. Voilà donc le chef de l'État qui a donc regagné Bamako. À son arrivée à l'aéroport international de Bamako-Sénou, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre Moussa Amara. Je vous le répète, au micro de Brahma Traoré, le chef de l'État revient sur les acquis de son séjour au Qatar. Nous l'écoutons. D'abord, je dois vous dire l'honneur qui nous a été fait et auquel je dois avouer j'étais très sensible. Nous étions le seul pays musulman au sud du Sahara à avoir été conviés à cette rencontre entre les États-Unis d'Amérique et le monde musulman. Ainsi, honneur que nous a fait l'émir du Qatar, l'émir chef Hamim bin Ahmad Al-Tahi. Je crois que c'est aujourd'hui le ton des relations entre le Qatar et nous-mêmes. Beaucoup de confiance, beaucoup d'attention à l'autre. Et je crois que cela, dans les temps à venir, va se traduire dans des actes concrets, parce qu'il n'y avait pas que l'échange culturel, civilisationnel. Il y a eu aussi au plan bilatéral une relation multiforme. Et je dois dire aussi que, avant que de m'envoler pour le Qatar, vous l'avez sûrement noté, j'avais reçu une délégation qatari fort nombreuse et qui embrassait tous les domaines. Cette délégation nous a rejoint à Doha et participé à notre rencontre avec l'émir. Je crois que tout cela est de bon ton. Et dans tous les domaines, le Qatar souhaite être présent au Mali, investir, et de manière concrète et solidaire. Je crois que nos champs de préoccupation sont assez connus à l'interne et tous ont été évoqués. Il y a, je crois, aujourd'hui, au plan de ce qui nous a occupés là-bas, le thème, la relation entre le monde musulman et les États-Unis d'Amérique. C'est un vaste sujet, un sujet de thèse, ça, philosophique et civilisationnel. Je crois qu'il y a beaucoup à apprendre les uns des autres. Il y a eu beaucoup de caricatures du monde musulman à travers certains extrémismes qui ont été poussés à l'excès et que l'on met en avant aujourd'hui et qui est quelque part l'arbre qui veut cacher la forêt.
musulmane. Je crois que ces aspects-là méritaient d'être entendus entre d'accord partis pour qu'il en sorte une meilleure compréhension entre les peuples du monde musulman et ceux des États-Unis d'Amérique et au-delà, le monde. Je crois que les grands chercheurs, d'éminents spécialistes des questions civilisationnelles, des chercheurs, des anthropologues, des historiens, des philosophes étaient de la partie. Tout cela pour enrichir ce débat-là, du dialogue des civilisations entre les musulmans et le reste du monde. Je crois que par le temps qui court, cela est certainement de mise et nécessaire. Le maréchal Abdel Fattah el-Sisi, à l'initiative duquel nous fûmes présents au Caire, aujourd'hui président de l'Égypte avec une confiance massive de son peuple. Il se trouve que cet homme nous a dit son amitié pour le Mali et son peuple, et même son souhait de venir au Mali. Et bien évidemment, nous l'avons engagé et invité à le faire. Je crois que l'Égypte est un pays extrêmement important dans l'ensemble de la Oumma islamique et singulièrement dans le monde arabe. C'est le pays leader, le pays phare du monde arabe. Que cette Égypte-là ait réussi à surmonter ces drames, ces tragédies pour aujourd'hui élire un chef de l'État de façon aussi massive est un signe d'espoir, je crois, pour une Égypte remise à sa mission, à son devoir, à sa vocation. Et nous ne pouvons que saluer cela. Tout ce qui veut stabiliser l'Afrique et le monde, pour nous, est une bonne chose. Et l'élection du président Abdel Fattah el-Sisi est de ces bonnes choses-là. Et voilà cette visite qui a fait le point de la coopération entre le Mali et le Qatar. Elle a aussi été une occasion pour parler d'un programme sur la renaissance de Tombouctou. Avant de quitter la capitale qatari, Ibrahim Boubacar Keïta avait reçu en audience les initiateurs du programme. Dans la foulée, le ministre de la Culture a eu une séance de travail avec son homologue qatari. Envoyé spécial Ibrahim Traoré, Adama Kamara. Après 72 heures d'intenses activités, la voix du Mali aura été portée haut au 11e Forum États-Unis Monde Musulman. L'événement a mobilisé dans la capitale qatari des élites, des hommes d'expérience et de savoir du monde politique, des universitaires et chercheurs, des leaders d'opinion et religieux du monde de la culture et des médias venant des deux espaces civilisationnels. La participation malienne est jugée très productive. Stratégiquement, je pense que le voyage était intéressant et très utile et surtout très productif. Premièrement, je pense que ça a permis de rediscuter avec nos partenaires du Qatar, la relation très stratégique avec le Mali, qui couvre non seulement des aspects politiques mais aussi des aspects de développement économique. Vous savez qu'il y a une délégation économique du Qatar qui vient de Bamako, avec laquelle nous avons discuté un certain nombre de projets qui sont en train d'entrer dans une phase active. Donc je pense que ça, c'était vraiment pour conforter cette dynamique, mais aussi l'entretien qu'il y a eu entre le président de la République et puis l'émir du Qatar a été très utile dans le sens de la consolidation de nos rapports avec le Qatar, qui a encore réaffirmé son engagement auprès du Mali, non seulement pour le développement économique, mais aussi dans le sens de la réconciliation nationale et de la paix au Mali. Le Mali, invité d'honneur de ce forum, verra bientôt la réalisation surtout de projets concrets à Tombouctou en vue de la renaissance de la cité des 333 saints. Les initiateurs de ce programme sont venus expliquer au chef de l'État les résultats de leur travail à l'issue du forum. On a invité ici des gens, bien sûr, de Mali. Nous sommes ici aussi avec un genre de Google, quelqu'un qui s'occupe de social media, des investisseurs, des gens de sécurité. Enfin, c'est très divers. Et on se met tout sur le problème de comment faire revivre la ville de Tombouctou
avec sa culture. Vous savez, partout dans le monde, on aime la musique qui vient de Timbuktu. C'est nous, les Américains, on dit que c'est le root of the blues. C'est là où a commencé la musique que nous aimons. Alors, on a développé un plan qu'on a présenté à votre président de plusieurs étapes pour travailler avec votre gouvernement, surtout le ministère de Culture, avec une relation américain-malien pour développer la musique encore, pour faire revenir le Festival au désert à Timbuktu et qui reste là, et aussi un plan pour restaurer les manuscrits et les faire exposer dans le monde et éventuellement d'avoir à Timbuktu un centre culturel mais moderne, comme Timbuktu était avant, avec aussi la culture et aussi la science et technologie ensemble. Et l'idée derrière est naturellement que ça fait pousser l'économie. Le président de la République a réitéré tout son soutien à cette initiative qui vise à promouvoir la paix, l'unité et la réconciliation nationale grâce à la culture, un domaine dans lequel le Mali entend renforcer sa coopération avec le Qatar. Le sujet a justement été discuté au cours d'une séance de travail entre les deux ministres en charge de la question. Les relations culturelles peuvent jouer un rôle comme une base pour les relations en général. Et Mali, un pays ami, et nous voulons aussi discuter comment on peut améliorer les relations entre les pays dans le domaine culturel. Et on a discuté certains aspects de ces relations. Et on va se rencontrer bientôt dans la fin de ce mois aussi à Doha pour discuter les autres aspects. Ici à Doha, ils ont une culture assez riche, je veux dire dans le lien maillage culture et développement, ils peuvent être une bonne source d'inspiration. La civilisation assez riche en matière d'islam déjà, mais en matière de connaissances tout court. Ce 11e forum États-Unis monde islamique aura été également une occasion pour le président Ibrahim Boubacar Keïta d'expliquer aux médias internationaux la situation au Mali, notamment dans sa partie septentrionale. Le chef de l'État a surtout tenu à rappeler l'engagement du Mali à résoudre la crise par un dialogue inclusif qui réunira tous les Maliens. Et c'est un président Ibeka tout satisfait de ce déplacement qui quitte Doha avec la conviction et l'espoir que le Mali franchira dans les prochains jours un pas important vers la paix et l'unité nationale. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, fait également le point de ce voyage en langue bamana. Vous l'aurez juste après cette édition. Ici à Bamako, le représentant spécial du président de la République, Modibo Keïta, était l'invité d'honneur du Conseil économique, social et culturel. Au cours de son entrevue, le représentant spécial a donné des informations sur ses attributions pour la gestion de la crise au nord de notre pays. Mahamadou Doumbia. Invité par les membres du Conseil économique, social et culturel, le représentant spécial du président de la République, Modibo Keïta, s'est prêté à des questions-réponses qui consistaient à informer le Conseil économique, social et culturel sur ses attributions, sa mission et son engagement pour le dialogue, la réconciliation avec la rébellion. Le Conseil économique, social et culturel du Mali compte jouer toute sa partition, en tout cas en termes de contribution, afin de pouvoir donner les éclairages nécessaires. Il faut beaucoup de retenue et beaucoup de concessions surtout. Nous en appelons à la bonne foi et à la bonne volonté de tous les Maliens. Il faut que nous sachions pardonner. Au cours de cette rencontre souhaitée, assez appréciée par les membres du Conseil économique, social et culturel, des multitudes de questions ont été posées et sans tabou. Exemple, comment concilier pardon et vérité? Outre l'intégrité du territoire national, quelles sont les revendications réelles de la rébellion à Kidal? Les conséquences d'une mauvaise communication en période de conflit? Comment maintenir les relations diplomatiques avec tous nos partenaires? À toutes ces questions, le représentant spécial du chef de l'État a donné des réponses et les maîtres mots qui reviennent régulièrement ce sont justice, réconciliation, pardon, humilité, retenue, nécessité d'organiser des pourparlers. Dans les relations avec les hommes, il est bon de les connaître, mais c'est encore mieux de les reconnaître comme hommes porteurs de valeurs.
puisque c'est des hommes, c'est des Maliens, on discute avec eux, sans a priori. J'estime que de part et d'autre, il faut des mesures de confiance. Rien ne vaut l'humilité, la simplicité dans ce monde. Avec la situation qu'on traverse aujourd'hui, les Maliens doivent être humbles et puis avoir une retenue par rapport, n'est-ce pas, à la réception de ces problèmes qui se posaient à eux, et afin de trouver une solution, une porte de sortie pour l'intérêt, la paix, la stabilité de tous les Mali, du nord au sud, au centre comme à l'ouest. Quant à la relation avec la communauté internationale, il faut faire très attention car aujourd'hui, avec la mondialisation et l'apport de la diplomatie, nous sommes contraints de sauvegarder nos bonnes relations qu'il faut toutefois fructifier ou pérenniser, dixit le représentant spécial du chef de l'État. Conduite par l'honorable Haïdara, une délégation de la Commission de l'éducation et de la culture, des nouvelles technologies, de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale s'est rendue ce matin dans 2 académies et dans certains centres d'examen. Nous écoutons la présidente de la commission au micro de Garibou Perou. Nous avons commencé par la rive gauche, dans un lycée public et dans un lycée privé. Lycée Néné Sempara, privé, et le lycée Filidabo. Là-bas, nous avons trouvé que les épreuves n'ont pas démarré jusqu'à 10 heures. Ensuite, nous avons continué pour venir au niveau de l'académie, rive gauche. Nous sommes partis, on n'a pas trouvé la directrice dans son bureau, on nous dit qu'elle est en bas. En bas, nous descendons, nous trouvons au niveau de là où on fait les tirages là, de la salle pour les tirages là, la salle de conférence. La porte était grandement ouverte. Nous sommes venus, on n'a pas tapé à la porte, nous sommes rentrés directement parce que la porte était ouverte. Quand nous sommes rentrés, ils ont dit que oui, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons dit, nous cherchons la directrice. Ils nous disent la directrice en haut. Nous avons dit, mais si la directrice est en haut, on doit rester encore. Donc nous allons rester ici l'attendre. Nous avons fait plus de 20 minutes arrêtés dans la salle. Il y a quelqu'un qui était là-bas qui nous a dit de sortir. Nous avons dit que non, on ne sort pas parce que nous sommes là pour vérifier ce que vous faites ici. Nous sommes là pour contrôler l'action gouvernementale. Il y a eu fraude, il y a eu des fuites. Ce n'est pas au niveau des ministères seulement qu'on doit s'adresser. Le ministère a pris ses engagements. La ministre est venue à l'Assemblée. Elle nous a demandé de l'accompagner. Nous avons remarqué au niveau de l'académie rive gauche. En tout cas, nous, on n'a rien compris de leur démarche. Nous n'avons pas compris ce qu'ils font là-bas. Nous n'avons pas compris non plus pourquoi ils empêchent nous, représentants de la nation, à aller voir ce qui se passe à l'intérieur là-bas. Donc ça, vraiment, ça nous a choqués. Mais nous avons quitté. Après, nous sommes venus au niveau de la rive droite. Là encore, ce qui nous a surpris, jusqu'à 11 heures, les épreuves n'étaient pas là. En plus, le chef de centre nous dit que les épreuves sont venues en vrac, c'est-à-dire pas sous enveloppe. Comment on peut sécuriser des sujets, des épreuves de l'académie jusqu'à Niamankoro pour venir jusqu'à Daoudabougou entre les mains des chefs de centre sans enveloppe? Demain, 12 juin 2014, c'est la journée mondiale contre le travail des enfants. Cette 13e édition a pour thème étendre la protection sociale et éliminer le travail des enfants. Selon le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, des programmes et projets de lutte contre le phénomène ont enregistré des résultats notables. Il l'a dit dans un message au micro de Inaba. À travers l'institution de cette journée, l'Organisation internationale du travail entend attirer l'attention des gouvernements, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile et du grand public sur l'ampleur du travail des enfants dans le monde et les actions à mener au niveau national et international pour éradiquer ces fléaux, en priorité dans ses formes les plus inacceptables. Des centaines de millions de garçons et de filles à travers le monde sont en effet toujours astreints à un travail qui constitue une violation flagrante de leurs droits fondamentaux à la liberté, à l'éducation, à la santé et aux loisirs. Plus de la moitié de ces enfants sont exposés à des travaux dangereux ou illicites, comme l'orpaillage traditionnel, le trafic de drogue, la prostitution ou les conflits armés. Au Mali, environ 2 enfants sur 3, âgés de 5 à 17 ans, sont économiquement actifs.
soit un peu plus de 3 millions de filles et garçons. En ratifiant les conventions fondamentales de l'OIT sur le travail des enfants, notamment les conventions numéro 138 et 182, le gouvernement de la République du Mali s'est engagé pour sa part à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants, et ce, de toute urgence. Signature ce matin d'un accord de partenariat entre le Fonds de garantie pour le secteur privé du Mali et 4 institutions bancaires à Bamako. Il va améliorer le financement des petites et moyennes entreprises dans notre pays. Il est renforcé par l'appui de la coopération danoise à travers le programme d'appui à la croissance économique et à la promotion de l'emploi stimulé par le secteur privé. Rachel Tessougué. La signature d'un accord de partenariat entre le Fonds de garantie pour le secteur privé du Mali et la Banque malienne de solidarité, la Banque commerciale du Sahel, la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce et la Banque of Africa permettra le financement de 220 entreprises. Cela en vue d'alléger la contrainte de garantie exigée par les banques et de promouvoir le développement des petites et moyennes entreprises qui jouent un rôle essentiel dans l'économie nationale en termes d'emploi et de revenus. L'objectif, c'est que les fonds et les banques se sont engagés à financer ces entreprises à des taux d'intérêt, par exemple, qui seront en deçà de 9%, toutes charges comprises, et aussi à diligenter l'examen, le suivi et l'évaluation des projets qui seront soumis. Et ensuite aussi, dans l'accord cadre, il y a des indicateurs de performance. Les banques, le fonds se sont engagés, par exemple, pour les 6 derniers mois de l'année, à financer environ au minimum 220 projets. Les banques partenaires du fonds souhaitent que la signature de cet accord soit un moyen efficace d'atteindre des résultats probants dans la lutte contre le chômage. Il contribue à l'accroissement des crédits et à la réduction des conditions débitrices appliquées aux PME-PMI. En outre, pour atteindre les couches les plus larges des populations défavorisées, le fonds prévoit d'élargir sa garantie aux crédits accordés au système financier décentralisé. Le fonds de garantie pour le secteur privé a pour mission d'apporter des solutions aux banques en termes de couverture partielle des risques liés à l'octroi des concours aux petites et moyennes entreprises. Il offre plus d'opportunités à ces dernières dans le financement de leur implantation et de leur développement. Pour une vision nouvelle de l'enseignement supérieur, une réunion du comité de pilotage du projet d'appui à l'enseignement supérieur dans l'espace UEMOA se tient depuis hier dans notre capitale. Elle vise l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement. Compte rendu d'Aouda Sidiki Diarra. La mise en œuvre du projet d'appui à l'enseignement supérieur a suscité un engouement réel des États membres de l'UEMOA, cela en matière de développement d'institutions d'enseignement et de recherche, afin de faire face à une demande de plus en plus grande en termes de ressources humaines de qualité. Les différents acteurs perçoivent la réforme LM2 comme une nécessité et au sein de l'UEMOA. Le projet contribue à favoriser l'intégration régionale. Ces réformes touchent aussi bien le corps enseignant que les étudiants. Donc, par exemple, la réforme LMD qui permettra beaucoup plus de mobilité aux étudiants, mais c'est quelque chose de nouveau. Il y avait déjà un autre aspect qui était celui traditionnel, et expliquer aux étudiants que cette nouvelle réforme ne fait pas en sorte que le système traditionnel disparaisse. Donc il faut sensibiliser, il faut expliquer et savoir pour que les gens puissent adhérer. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la massification. Il y a beaucoup d'étudiants, il y a peu d'enseignants, il y a peu d'infrastructures. Le développement des techs nous permettra d'avoir accès à la formation, étant dans une région qui n'est pas forcément là où est implantée l'université. Toutefois, des contraintes objectives persistent encore dans l'enseignement supérieur. Il y a lieu de traiter les étudiants de l'espace UEMOA sur le même pied d'égalité. Ce serait bien que l'étudiant qui quitte Lomé puisse payer les mêmes frais que l'étudiant malien et que ce soit réciproque si nous voulons vraiment promouvoir l'intégration dans notre sous-région.
Et nous arrivons maintenant à cette prouesse de la médecine. Une équipe de professeurs chinois et maliens de l'hôpital du Mali vient de sauver une vie. Ils ont réussi cette opération chirurgicale exceptionnelle du cancer de la thyroïde. Le patient malien Noumou Soumaré, un économiste qui a développé cette maladie, avait tenté sous plusieurs cieux de traiter sa saillie. Et c'était toujours sans succès jusqu'à l'heureuse rencontre avec cette équipe de spécialistes de l'hôpital du Mali. Certaines images peuvent choquer. Le reportage est signé Fatoumata Kone. Pour un coup d'essai, cela fut un coup de maître. C'est un véritable exploit que la médecine vient de réaliser au Mali. Il s'agit d'une intervention chirurgicale sur un patient atteint de cancer presque en phase terminale. Qui plus est, la tumeur était située dans la zone orale. Le patient Noumou Soumaré avait perdu tout espoir de guérison. Il y a eu l'apparition d'un petit bouton au niveau de mon cou que je prenais pour une angine. Donc là, je ne me suis pas précipité pour aller voir les médecins d'abord. J'ai essayé de me traiter moi-même. Quand j'ai vu que le bouton grossissait au fur et à mesure, on m'a envoyé à l'odontostomatologie. C'est comme ça que j'ai été orienté à l'hôpital Gabriel Touré par le docteur Diakité de l'INPS pour voir monsieur le docteur Kanté qui m'a fait une première biopsie. C'est à partir de la 4e biopsie qu'il s'est révélé que la tumeur n'est pas cancéreuse, mais il s'agit d'une tumeur parodienne. Il fallait m'envoyer quelque part et on avait opté pour la Tunisie. Et là, c'est là que se sont intervenus un neveu et un cousin qui ont pu contacter le professeur Bio, aujourd'hui que je peux même appeler mon sauveur. Quand je venais le voir, franchement, je n'avais plus d'espoir. Cette intervention particulièrement délicate a été conduite par l'équipe médicale chinoise de l'hôpital du Mali, assistée de médecins maliens. On pense que l'intervention peut lui soulager. C'est une tumeur très avancée. On a fait une exérèse particielle de la glande thyroïde. Encore une curage ganglionnaire au niveau du cou de ganglion gauche. Pour réparer le plaie du facial, on met une cutanée pectorale pour réparer le plaie ici. L'intervention a pris presque 3 heures. Tout s'est bien passé et la quantité de sang est trop petite. Maintenant, le patient il est en bon état. On a fait tous nos efforts pour retrouver sa santé et maintenant on est content de voir qu'il peut vivre comme avant. L'équipe dirigée par Q peut consulter en moyenne 3 personnes par jour. Une intervention qui s'inscrit dans le cadre de la coopération sino-malienne. Nous avons 31 professionnels chinois qui travaillent à l'hôpital du Mali. Nous avons toujours signalé l'insuffisance des ressources humaines. Donc ce personnel vient combler ce déficit qui ne se fait plus sentir au niveau de l'hôpital, surtout en matière de professionnels assez spécialisés. Nous avons, dans tous les domaines que l'hôpital, tous les services de l'hôpital, nous avons des spécialistes qui viennent pour parer à certaines situations, notamment les anesthésistes réanimateurs. À l'hôpital du Mali, nous n'avons qu'un seul spécialiste malien, un anesthésiste réanimateur. Ceux qui sont là, c'est quand même des professionnels qui sont même cités en exemple même en République populaire de Chine. Par exemple, le chef de la mission médicale chinoise, c'est le directeur adjoint de l'hôpital des tumeurs de la province de Tchétchan. Et depuis qu'il est là, il fait des choses extraordinaires avec les Maliens. Il fait vraiment des miracles. Cet économiste de son état réapprend à vivre normalement. J'ai vu une renaissance. Il y a 2 semaines, si on m'avait dit que je pouvais me tenir comme ça aujourd'hui, j'allais vous dire non. Mais aujourd'hui, me voilà. Tout ce que j'attends, c'est de me lever, de recommencer les activités. Et au bout du compte, notre grand malade, Noumou Soumaré, ressuscite.
Prompt rétablissement, M. Soumaré Sikasso est un exemple d'assainissement urbain. C'est du moins l'avis du ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement. Après la forêt classée de Farako, le ministre a visité la décharge finale de Sikasso, dont la capacité de réception est estimée à 400 tonnes par mois. Envoyé spéciaux, Seydou Sissoko, Siratigi Traoré. 3 éléments au tableau de la visite du ministre Abdoulaye Idrissa Maïga à Sikasso. Ce sont les forêts, l'approvisionnement des populations en eau potable et l'assainissement de leur cadre de vie. Pour les forêts, le ministre de l'Environnement a visité la forêt classée de Farako. Cette forêt immatriculée domaine forestier de l'État depuis le temps colonial couvre une superficie d'environ 15 000 hectares répartis entre les formations naturelles et les périmètres plantés. Selon le ministre Maïga, la région de Sikasso constitue le dernier espoir environnemental de notre pays, du moins son patrimoine végétal. Ici à Sikasso, nous avions été émerveillés de constater que les poumons verts que constituent les forêts classées depuis avant l'indépendance sont entretenus. On a visité des sites qui avaient été déboisés, mais sur lesquels il y a des actions de restauration, des actions de reboisement. Cela, je pense que c'est une action à saluer. Cependant, nous savons que quand il y a des massifs forestiers du genre assez importants, luxuriants, il est important d'attirer l'attention des agents sur les formes d'exploitation. Ces massifs-là sont à préserver. Ce n'est pas pour rien que ces domaines ont été classés. Mais je pense que s'il y a encore un semblant de vie dans la plupart des espaces, c'est parce qu'il y a de la végétation. Deuxième infrastructure visitée, la décharge de Sikasso. Elle collecte 16 tonnes de déchets par jour. Mieux, elle est une décharge de référence du fait qu'elle traite aussi les déchets spéciaux comme ceux des hôpitaux appelés déchets biomédicaux. Ici, le ministre n'a pas caché sa satisfaction. Pour une fois, je suis satisfait. Tout ce que nous avions pu visiter, les dépôts de transit fonctionnent. Ici à Sikasso, le transit est un transit. On l'amène la veille, pas plus de 48 heures après, c'est transféré à la décharge finale. Et nous avons vu le circuit, d'abord à l'essieu, ensuite les bassins de collecte des ordures, jusqu'à la gestion de l'exivia. C'est une sorte de poison. S'agissant du secteur de l'eau, des réglages restent à faire, notamment pour la ville de Sikasso, dont le besoin journalier est estimé à 500 mètres cubes d'eau, contre 350 aujourd'hui. Une conférence des cadres a mis fin à la visite du ministre de l'Environnement en 3e région. Nous restons dans le cadre de la quinzaine de l'environnement. La coalition Environnement, Développement Rural et Décentralisation, en partenariat avec la CAFO, a tenu une conférence débat. Le but est d'encourager les femmes à adopter les bonnes manières envers leur environnement. Fatoumata Kone. Femmes et changement climatique, le thème était au centre d'une conférence débat. Il s'agit d'échanger avec les femmes de la CAFO et celles de la coalition Environnement, Développement Rural et Décentralisation sur le changement de comportement envers son environnement. Il est indéniable que les femmes jouent un grand rôle dans la préservation de notre environnement. Elles constituent même un pilier central. À cet effet, des efforts doivent être fournis pour les informer, les sensibiliser et les former sur les préoccupations environnementales, sur leur rôle et responsabilités, d'où toute l'importance de la conférence de ce matin. Les conférenciers tenteront également de convaincre les femmes à l'entretien de la faune et de la flore, d'éviter la pollution, entre autres. Les femmes, dans leur rôle d'éducatrices, de gardiennes de maison, de gestionnaires pratiquement de nos ressources, peuvent jouer un rôle essentiel dans l'adaptation et l'atténuation des changements climatiques. Elles sont encore les principales utilisatrices des sources d'électricité qui sont indiquées aujourd'hui comme les causes du réchauffement climatique. On va essayer de définir un peu qu'est-ce qu'on entend par changement climatique. On va essayer de cerner un peu les causes, les conséquences surtout sur les femmes, les solutions. Par ailleurs, la présidente de la coalition a demandé à toutes les femmes de planter un arbre pendant cette période hivernale, de l'entretenir comme un bébé, a-t-elle ajouté. La quinzaine de l'environnement nous ramène à Ségou où les experts ont débattu du thème impact des changements climatiques sur les populations d'oiseaux d'eau et de la faune aquatique, cas de la grue couronnée et du lamentin de Ségou. Le compte-rendu de Dougoufana Traoré. La présentation de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée et les échanges avec les bénéficiaires que sont les collectivités
matérialise ainsi le lancement d'un partenariat entre le Conseil régional de Ségou et l'Union européenne. À travers cette convention, l'Union européenne concède à la région un montant de plus d'1,48 milliard de francs CFA pour la réalisation d'investissements structurant le développement économique régional. Un premier volet qui permettra au Conseil régional et aux communes bénéficiaires d'avoir des connaissances et capacités avérées dans la réalisation et la gestion des infrastructures à travers des formations sur les procédures de passation des marchés publics. Le suivi et contrôle de la réalisation des investissements, la gestion et l'entretien des infrastructures. Un second volet qui portera sur la réalisation des infrastructures retenues dans le cadre de la stratégie de développement économique et régional. La mise en œuvre de cette convention va permettre la réalisation de 8 boucheries modernes, 2 marchés à bétail, des périmètres pour la production des produits maraîchers, sans compter des activités de renforcement de capacité. L'objectif, c'est véritablement donner les moyens nécessaires à ce que la région puisse se développer dans le cadre de la programmation de la décentralisation, des états généraux de la décentralisation, de la déconcentration et d'une meilleure implication des régions dans le processus de développement du Mali. Aussi, la présente cérémonie de lancement a été donc une occasion de partage avec les autorités et élus des collectivités ainsi que les bénéficiaires directs des projets, mais également une occasion d'engagement du Conseil régional à la mise en œuvre efficiente des projets pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Vous l'aurez compris, c'était le lancement des activités d'une convention de plus d'1 milliard de francs CFA signée entre l'Union européenne et la région de Ségou. Le compte-rendu était signé Candice Silla. Voyons à présent la quinzaine de l'environnement dont je vous parlais dans la région de Ségou avec les experts qui ont débattu d'un thème particulier. Suivons le compte-rendu. Protéger le delta intérieur du Niger avec ses espèces d'oiseaux et de sa faune. Voilà schématisé le thème de cette conférence sur le changement climatique. Le delta intérieur du Niger est une zone qui s'étend sur les régions de Ségou, Moti et Tombouctou. Selon le conférencier, à chaque hiver, 3 à 4 millions d'oiseaux venant des Amériques, de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique de l'Est migrent au Mali dans cette zone du delta intérieur du Niger. Malheureusement, 15 espèces de poissons qui vivaient dans ces deltas ne sont plus visibles depuis quelques années, d'où la création d'un programme de sauvegarde du delta intérieur du Niger appelé PDDDIM Wetland. Pourquoi protéger la groue couronnée et le lamentaire? C'est un oiseau qui est supposé porter bonheur aux gens. C'est un oiseau qui permet l'ascension sociale. C'est un oiseau dont toutes les parties ont des usages culturels ou socio-économiques. Le lamantin, pour les vieux qui le savent, c'est une espèce aussi emblématique des zones douces comme le delta intérieur du Niger. Cette espèce, non seulement très importante dans le maintien du cycle biologique de la zone, mais aussi elle a beaucoup de valeurs socio-économiques. Vu l'importance de ces oiseaux et de cette faune pour les générations futures, chacun de nous est interpellé. Il faut des activités génératrices de revenus, a dit Moussa Dambélé, le coordinateur du programme. De son côté, le maire de Ségou et le sous-préfet de Ségou ont tous les deux salué l'initiative de la tenue de cette conférence à Ségou. Préservons cet environnement pour que les générations futures, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants puissent vivre en paix dans un environnement, mais avec un climat qui puisse les rendre la vie agréable. En deuxième région, lancement hier de la campagne agricole à l'office du périmètre irrigué de Baguineda. L'objectif de production de l'OPIB est estimé pour toute production à plus de 28 676 tonnes. Une ambition bien mesurée pour élever le défi de l'autosuffisance alimentaire. Koulikoro Seydou Traoré. À Baguinda, l'office du périmètre irrigué au PIB entend bien mettre en œuvre son plan de campagne agricole 2014 en tenant compte des directives de la récente réunion du Conseil supérieur de l'agriculture. Il s'agit de faciliter l'accès des producteurs aux intrants subventionnés à 11 000 francs CFA par les plus hautes autorités et accompagner ces paysans pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Pour cette campagne agricole, le PIB ambitionne de produire plus de 24 000 tonnes de riz paddy
4180 tonnes de maïs et 496 tonnes de sorgho. La superficie à emblaver est estimée à plus de 2760 hectares pour le riz et plus de 1924 hectares pour les cultures sèches par spéculation. Le programme qui a été établi, le rendement escompté, le rendement recherché est de 6 tonnes à l'hectare. Alors, les autres années, on s'est beaucoup approché de ça. Mais cette année, le gouvernement dit, je vous aide à avoir ce résultat. À ce lancement de campagne, l'administration de l'OPIB a présenté aux producteurs et aux partenaires du monde rural les acquis et les difficultés de la saison écoulée. L'innovation cette année à l'OPIB, c'est la mise en place dans les prochains jours des centres de prestation de services, une manière de promouvoir l'emploi des jeunes dans les 4 secteurs de l'office à Baguineda. Les producteurs ont les moyens de leur ambition. Ce sont les ambitions des producteurs. On a un contrat-plan. État, OPIB, producteurs. Mais les producteurs disent qu'ils vont s'approprier le contrat-plan. Les résultats qui vont être atteints, c'est les producteurs. Et plan international qui vient de boucler un projet de développement dans le cercle de Kangaba. Il s'agit du projet d'appui pour la réalisation d'infrastructures pour le développement de la petite enfance avec la construction de centres équipés pour les enfants et la réalisation de forages. Adama Koulibaly, compte rendu. Des populations de plusieurs localités du cercle de Kangaba, précisément de l'arrondissement de Narena, se sont retrouvées dans le village du nord de Solefra pour dire merci à Plan Mali et à ses partenaires. Leur dire merci pour avoir réalisé des structures d'éducation pour le développement de la petite enfance dans beaucoup de localités du cercle de Kangaba. Centre de garderie d'enfants équipés, construction de forages, formation du personnel des centres, visite médicale avec le dépistage de plus de 1400 enfants, établissement de jugement supplétif pour 1000 autres enfants. Les populations bénéficiaires de ces appuis sont, en plus de Solefra, celles de Kengegwe, Kela, Bankoumana, Samanko et Balamassala. Le projet a duré 2 ans. Le coût des dépenses est estimé à plus de 242 millions, soit 89% de taux d'exécution des activités. Pour réaliser cette vision, Plan met en œuvre des projets et programmes qui contribuent au développement, à la survie, à la protection et à la participation de l'enfant. À la cérémonie, les enfants étaient les premiers à saluer Plan et son partenaire principal, l'Agence coréenne de développement et de coopération. Le maire devant ces derniers et les représentants de l'État a donné l'assurance pour l'entretien de ces infrastructures, ce qui n'a pas empêché le sous-préfet de Narena, Garantigui Traoré, de revenir sur la protection de ces cadeaux du Plan Mali et de ses partenaires. 483 enfants, dont 233 garçons, 250 filles, fréquentent ces centres de développement. 12 millions de francs CFA, c'est la valeur du matériel médical et des médicaments que l'ONG espagnole Médicos del Mundo ou Médecins du Monde a remis à 2 centres de santé de référence et 14 CESCOM des cercles de Bafoullabé et de Kéniéba. Ces structures ont également reçu des chèques pour leur dotation en carburant. Le compte-rendu de Mahamadi Alioubari. Dans le cadre de l'amélioration de la santé des populations, en particulier celle des personnes les plus démunies et les plus vulnérables dans les cercles de Bafoullabé et Kéniéba, l'ONG espagnole Médicos del Mundo vient d'offrir un important lot de matériel sanitaire et de médicaments aux CCRF et CSCOM des 10 cercles. C'est ainsi que MDM, à travers son projet santé sexuelle et reproductive depuis 2010, accompagne les structures de santé, mais aussi tous les acteurs de la santé communautaire des communes de Bafoullabé, Maïna, Goumfa, Nyambia, Koundia et Bamafale dans les cercles de Bafoullabé et les communes de Sagalo, Faraba, Kouroukoto, Dabia, Bae et Kassama dans les cercles de Kéniéba. D'une valeur de plus de 12 millions de francs CFA, ces matériels sont entre autres une table d'accouchement, des fauteuils roulants, des motos et des médicaments. Un geste hautement apprécié par les bénéficiaires. Ces gestes témoignent une fois de plus l'engagement que l'ONG Médicos del Mundo porte dans le développement socio-sanitaire exprimé par les plus hautes autorités de notre pays. Je profite de l'occasion pour remercier cette équipe dynamique qui s'est toujours battue auprès des populations en veillant au respect de son engagement qui est de permettre à chaque citoyenne et à chaque citoyen de jouir de son droit à la santé. Cette remise des matériels et des chèques permettra certainement de rehausser le plateau technique au niveau des CESCOM et CCRF de Bafoullabé et Kéniéba, mais aussi de contribuer à la dotation des centres en carburant.
Et ce communiqué du gouvernement du Mali, le gouvernement de la République du Mali prend acte de la signature le 9 juin 2014 à Alger d'une déclaration conjointe par 3 mouvements armés du nord du Mali. Le gouvernement de la République du Mali saisit cette occasion pour remercier le président Abdelaziz Bouteflika, le gouvernement et le peuple algérien pour les efforts de facilitation du dialogue inclusif intermalien en vue d'un règlement global et durable de la crise au nord de notre pays. La cellule d'action civilo-militaire de l'opération Maliba a remis un important lot de produits alimentaires à la population de Monzonga et de Monia dans le cercle d'Ansongo. La cérémonie était présidée par le lieutenant-colonel Ismaël Diarra. Compte rendu Daouda Zoumana Traoré. Des sacs de riz, des sacs de sucre, des bidons d'huile, des cartons de thé et de biscuits sont là des dons offerts par la cellule civilo-militaire de l'opération Maliba aux habitants des villages de Monzonga et de Mounia. Il s'agit à travers ce geste d'assister la population. L'assistance, une autre manche de la mission des forces armées et de sécurité du Mali. Les femmes se veulent des artisans de la paix et de la solidarité. Nous avons commencé cette activité bien longtemps. Depuis 2012 que l'opération Badonko a commencé et jusqu'à l'opération Maliba. Nous sommes toujours aux côtés des populations pour les assister. Et il faut que la population sache que l'armée est là pour elle. Ces gestes-là, c'est tout juste pour rapprocher davantage l'armée de sa population. Ces différentes actions en faveur de la population des communes d'Ansongo et de Bara faciliteront également la cohésion sociale et le vivre ensemble. L'armée vient ajouter encore pour une première fois en Ansongo une donation pour les vulnérables, particulièrement les femmes et les personnes handicapées de toutes sortes qui viennent de faire leur donation jusque chez eux à domicile. C'est vraiment, je suis comblé, le geste nous honore. Et ça prouve vraiment le souci que notre armée est partie intégrante de la population et est sensible aux problèmes humanitaires que nous vivons en ce moment. Toute la population a promis d'aider les forces armées et de sécurité en leur fournissant la bonne information. Auparavant, des actions similaires ont eu lieu à Kadji Dar Salam, dans la région de Gao, et à Tombouctou et Kidal. Le président de l'Assemblée nationale porte la connaissance des députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra le jeudi 12 juin et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur questions d'actualité sur les thèmes l'insécurité grandissante dans nos villes et campagnes, la pénurie de cartes d'identité et de passeports au Mali, 2. Adoption du procès verbal de la séance plénière du 29 avril 2014, 3. Délibération sur les projets de loi intéressant la vie de la nation, 4. Constitution des réseaux et groupes d'amitié, 5. Mise en place d'une commission d'enquête parlementaire et 6. Communication. Le président de l'Assemblée nationale qui vient de regagner Bamako en provenance de Téhéran et Rabat au siège du secrétariat général de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI, tout comme dans la capitale marocaine, Issaka Sidibé a participé à des rencontres d'échange sur les préparatifs du sommet de l'UPC que notre pays s'apprête à accueillir en 2015. L'Association pour la promotion de la femme et de l'enfant au Mali a procédé ce matin à l'inauguration d'un centre d'exposition vente de produits agroalimentaires pour le compte du réseau des femmes entrepreneurs sociales et solidaires. Ce centre offre aux femmes des opportunités pour une meilleure commercialisation de leurs produits transformés. On prépare à la cérémonie d'inauguration les autorités administratives, les partenaires et bien évidemment les groupements de femmes. Sport football, championnat national de Ligue, championnat national, 21e journée. Cette journée a pris fin par le nul 1-1 entre les 11 créateurs de Nyarela et l'AS Real de Bamako. La rencontre a eu lieu au stade Modibo Keïta. C'était en présence de Diarra Konaté.
Les 11 créateurs de Nyarela, victorieux 3-2 du Real de Bamako, à l'aller voulaient rééditer cet exploit. Avec 31 points, derrière les 11 créateurs 35, les Scorpions du Real fondent déjà leur espoir sur les compétitions nationales pour une place africaine. Je pense qu'il y a cette possibilité quand même d'avoir une place. Il y a la Coupe du Mali aussi et ça fait partie de notre objectif. On va tout faire quand même pour être africain l'année prochaine. Les choses démarrent bien pour les Noirs et Blancs de Bamako. Ils ouvrent le score à la 6e minute. La frappe de Ibrahima Sidibé est repoussée par Mohamed Sanogo. Moussa Kone en position idéale place au fond 1-0 pour le Real. La réaction des créateurs de Nyarela ne se fera pas attendre. Lassana Yiriba Samake est au départ d'une action conglue par l'international béninois Kouyou Koula Erini, qui ne laisse aucune chance au portier Almami Sokoba. 1-1, score à la pause. Malgré l'arbitrage contesté de part et d'autre, les deux équipes techniques et rapides se créent des occasions. Les Noirs et Blancs, inefficaces devant les buts, ratent même un penalty. C'était une occasion pour Moussa Kone de marquer son 14e but après 21 journées. Vu la qualité du Real, vu tout ce que le Real a comme qualité, vraiment le match c'est bon pour moi. Mais je pense qu'en premier mi-temps, les joueurs ont été naïfs pour le premier but. C'était pas, ils devaient marquer, mais pas les buts qu'ils ont marqués. C'était un manque de concentration, c'est ce qui a fait qu'on a encaissé. Mais là on a réagi aussitôt, on a égalisé. Techniquement, on avait le monopole du ballon et vous voyez aujourd'hui encore le nombre d'occasions qu'on s'est créé. Si tu n'as pas le ballon, tu ne crées pas d'occasion de but. On s'est créé énormément d'occasions sur ce match-là. Je pense que 11 créateurs est venu pour défendre et on s'attendait justement à ça. Mais bon, c'était à nous de trouver la solution. On a eu des occasions et une fois encore, on ne marque pas et nous sommes sur ça maintenant et j'espère que les choses vont bouger peut-être dans l'avenir. Le Real résiste et évite la défaite 1-1, score final. Et football toujours, nous sommes à quelques heures du lancement officiel de la Coupe du Monde. Pour une bonne couverture médiatique de la dite Coupe, il faut bien compter sur les reporters sportifs. C'est dans ce cadre que l'Association des journalistes sportifs du Mali a rencontré l'ancien ministre et reporter Gaussou Drabo par rapport à la couverture des grands événements sportifs. Compte rendu Abdelkarim Kaba. L'Association des journalistes sportifs du Mali, AJSM, a respecté la tradition. À la veille de chaque grande compétition, elle organise une rencontre d'échange avec les douaniers. Pour la Coupe du Monde Brésil 2014, Gaussou Drabo, ancien ministre de la Communication, a expliqué à la jeune génération quelles sont les attitudes à prendre pour mieux couvrir le mondial, même étant loin du Brésil. Le défi de l'association des journalistes sportifs du Mali, c'est de montrer que, malgré que la plupart de ses membres ne seront pas au Brésil, il est possible de proposer au public malien une couverture à la carte, c'est-à-dire en tenant compte des centres d'intérêt du public, en tenant compte des sensibilités du public et en faisant même la compétence des journalistes sportifs. Et je crois que cela est possible. Nous avons discuté des méthodes et des voies à emprunter pour que, en dehors des médias internationaux, le public malien reçoive satisfaction d'un éclairage purement malien sur la Coupe du Monde 2014. À la sortie de cette rencontre, les reporters sont désormais mieux outillés à faire face à la grande messe du football mondial. Les journalistes sportifs doivent aller à l'info et distiller l'info nécessaire. Et surtout éviter le sensationnel pour rester toujours collé aux réalités. Durant presque 82 minutes, le temps des matchs de football, le ministre Drabo et ses interlocuteurs ont échangé sur les forces et faiblesses des équipes et surtout des porte-drapeaux de l'Afrique. Au dire des participants, cette rencontre a été la bienvenue puisqu'elle aura permis d'éclairer la lanterne des reporters. Le football, c'est aussi les supporters. Et bien, du côté du Ghana, cet aspect n'est pas négligé. Ce sont près de 500 supporters de l'équipe du Ghana qui sont en route pour le Brésil. Leur slogan, ramener la Coupe du Monde 2014 en Afrique. On l'espère bien. Voyons les images. Ils portent les couleurs du Ghana et s'ils dansent et chantent, c'est surtout pour encourager les Black Stars, leur équipe nationale de football. Ces supporters inconditionnels, ce sont les Die Hard. Dans quelques jours, ils rejoindront les joueurs au Brésil. Le gouvernement ghanéen
a en effet confirmé qu'il va sponsoriser le voyage de 500 supporters, voire plus, pour encourager les Black Stars à l'occasion de la Coupe du Monde de football 2014. Les États-Unis, l'équipe du Portugal, l'Allemagne, ils partent avec des milliers de supporters et nous devons être capables d'être face à eux au même niveau avant même que les joueurs, que les Black Stars jouent, affrontent les autres équipes. Nous, les supporters, on doit pouvoir assurer avant que les joueurs ne descendent sur le terrain et jouent. Montant de la facture, 3 millions de dollars. Selon le ministre ghanéen de la Jeunesse et des Sports, l'argent public ne serait pas utilisé, mais c'est loin d'être convaincant pour les Ghanéens. Dans un contexte de crise économique, certains parlent de gaspillage. La Coupe du Monde, cela apporte de la joie, du bonheur. Malgré tout, le gouvernement devrait réduire le nombre de supporters qu'il parraine, alors que le pays est en crise. Au regard de la situation du pays en ce moment, 500 supporters, ça passe. Mais plus de 500, cela ne va pas aider le pays. Cela ne va pas nous aider, vu la situation économique dans laquelle nous nous trouvons. C'est la 3e Coupe du Monde pour les Black Stars du Ghana. La dernière fois, c'était en 2010, en Afrique du Sud. Ils avaient manqué d'un cheveu les demi-finales, éliminés par l'Uruguay. Alors, pour cette Coupe du Monde, les Ghanéens retiennent leur souffle. C'est le cas de Marie. Après avoir accompagné les Black Stars en Afrique du Sud, la voici sur le départ pour le Brésil. Casquette, t-shirt plié soigneusement, rien n'est laissé au hasard. Les joueurs sont encouragés quand nous faisons beaucoup de bruit. Ils aiment ça et donnent le meilleur d'eux-mêmes. J'aimerais que nous soyons beaucoup plus nombreux au Brésil. En Afrique du Sud, 8000 supporters comme Marie avaient fait le déplacement pour soutenir les joueurs. Ils seront moins nombreux cette fois, mais nul doute qu'ils auront la même ferveur. Premier rendez-vous le 16 juin, les Black Stars affronteront les États-Unis. Et voilà, avant de refermer cette édition, nous vous annonçons que les programmes de l'ORTM, notamment les éditions d'information, connaîtront un bouleversement à partir de demain à cause de la diffusion des matchs de la Coupe du Monde de football. Ainsi, demain soir, le journal sera diffusé à 22h30. À noter qu'il n'y aura pas de journal télévisé de formation demain soir. Nous arrivons au terme de la présente. Demain, pour vous informer, Amara Maledialo sera là à 10h et 13h. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été de notre excellente nuit à tous.